Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, je pense que ça parle à beaucoup de monde, la procrastination. Ah oui, la fameuse tendance à tout remettre à plus tard. C'est ça. Et apparemment, c'est pas juste une impression. Les chiffres qu'on a vus dans nos lectures, ils sont assez frappants, non? Plus de 70 voire 80% des gens qui s'y reconnaissent. Tout à fait, c'est vraiment très répandu. Donc on a parcouru pas mal de sources, des articles, des analyses, des blogs, même des discussions en ligne, pour essayer de comprendre un peu mieux. Oui, pour voir ce qui se cache derrière et surtout quelles pistes existent pour agir un peu différemment. Exactement. L'idée, c'est de faire une exploration un peu approfondie de tout ça. Alors, par où on commence? Qu'est-ce que c'est, au fond, la procrastination? Eh bien, plusieurs sources insistent sur un point. Ce n'est pas juste de la paresse. C'est plus actif que ça en quelque sorte. Ah oui, c'est-à-dire? C'est souvent une forme d'évitement. On fuit une émotion négative liée à une tâche. L'ennui, l'anxiété, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. D'accord. Une fuite émotionnelle, en fait. J'ai vu cette image intéressante, la lutte entre notre côté singe, qui veut la satisfaction immédiate, Oui, le moi présent. voilà, et notre côté Einstein, le moi futur, qui planifie. Et le singe gagne souvent. C'est un peu ça, oui. Cette tension est au cœur du problème. Et ça peut prendre différentes formes d'ailleurs. Comment ça? Il y a celui qui travaille mieux sous pression, enfin qui croit mieux travailler sous pression. Le fameux boost de la dernière minute? Voilà. Ou celui qui évite carrément, par peur d'échouer. Le perfectionniste aussi, qui n'arrive pas à commencer parce que ça ne sera jamais assez bien. Je vois. Et il y a une différence entre repousser en faisant autre chose et juste être bloqué, incapable de démarrer. Oui, on parle de procrastination active, faire la vaisselle au lieu de sa compta, et passive, où l'on est plus dans l'inertie. Et les causes profondes alors? La peur de l'échec revient souvent, j'ai l'impression. Oui, c'est une grande cause, mais aussi le manque de motivation intrinsèque pour la tâche, une faible estime de soi, le perfectionnisme dont on parlait. Et l'organisation, j'imagine. Mauvaise gestion du temps. Bien sûr, et aussi la nature de la tâche elle-même. Si elle semble énorme, floue, ou si la récompense est lointaine, c'est plus dur de s'y mettre. Avec des conséquences qui vont au-delà de juste se sentir coupable, non? Ah oui, le stress, évidemment. Mais certaines études montrent même un impact sur les résultats concrets, la performance et potentiellement la santé à long terme. Et puis, la qualité du travail qui baisse, la motivation qui s'érode, c'est un cercle vicieux. Bon, le diagnostic est posé. C'est pas très réjouissant. Mais alors, comment on fait pour s'en sortir? Les sources qu'on a vues sont pleines d'idées, heureusement. Oui, heureusement. Et beaucoup de stratégies tournent autour de la structure et de la méthode. La planification, par exemple. La fameuse to-do list. Exactement. Ça reste un outil de base très efficace. Le simple fait d'écrire clarifie les choses. Et barrer une tâche accomplie, ça fait du bien. Il y a une astuce sympa aussi. Noter même les petites choses qu'on a déjà faites pour se motiver. C'est une bonne idée. Ça donne une dynamique positive. Et estimer le temps nécessaire, c'est crucial pour pas tomber dans le piège de la loi de Parkinson. Où le travail prend tout le temps qu'on lui donne. C'est ça. Une fois qu'on a la liste, il faut trier, prioriser. Avec des méthodes comme la matrice d'Eisenhower, urgent, important, ou les objectifs SMART. Oui, ce sont des outils classiques mais utiles. Savoir par quoi commencer, c'est souvent la moitié du travail. Et surtout, une stratégie qui revient partout. Découper. Fractionner les grosses tâches. Voilà. Transformer la montagne en petites étapes beaucoup plus abordables. Ça rend le démarrage moins effrayant. Et puis, l'idée d'avaler le crapaud. Commencer par le plus difficile le matin. Oui, pour s'en débarrasser et avoir un sentiment d'accomplissement tôt dans la journée. D'accord, pour la planification. Ensuite, il y a la concentration, non? Éviter de se disperser. Absolument. Le mythe de multitâche à la vie dure. Mais se concentrer sur une seule chose à la fois, c'est bien plus efficace. La technique Pomodoro, c'est ça? Travailler par session courte? Oui, 25 minutes de travail focus, puis une courte pause. Ça aide beaucoup à maintenir l'intensité et à éviter la fatigue mentale. Mais ça demande de gérer les distractions, Le téléphone, les notifications. C'est le nerf de la guerre. Il faut créer un environnement propice. Éloigner les sources de distraction, parfois même physiquement. J'ai vu une astuce, avoir une feuille à côté pour noter les idées qui passent, pour les sortir de sa tête sans interrompre le travail en cours. Pas mal ça. Rendre la distraction plus compliquée que l'action en somme. Exactement. Modifier son environnement. Et le dernier grand volet, c'est plus l'état d'esprit, la motivation, etc. Tout à fait. On a vu cette phrase « fait vaut mieux que parfait ».
C'est essentiel. Lâcher prise sur le perfectionnisme paralysant. Ça libère, j'imagine. Énormément. Et puis, il y a d'autres leviers psychologiques. S'engager publiquement, par exemple. Dire à quelqu'un ce qu'on compte faire, Ça crée une forme de pression sociale positive. c'est l'idée. Ou alors, se prévoir une récompense après l'effort. Un petit quelque chose qui motive à franchir le pas. Se focaliser sur le pourquoi on fait les choses aussi, ça aide. Oui, retrouver le sens, les bénéfices, et puis comprendre que la volonté, ce n'est pas une ressource infinie. Ah, c'est-à-dire Plutôt que de compter sur sa seule force de caractère, il est souvent plus malin de changer le contexte, les habitudes, pour que l'action devienne plus facile, plus automatique. comme la règle des 5 secondes. Agir vite avant d'hésiter. C'est un peu dans cette veine, oui. Créer un élan. Et bien sûr, il y a plein d'outils numériques qui peuvent aider. Gestionnaire de tâches, appli de concentration. Donc pour résumer un peu tout ça, la procrastination, c'est complexe, c'est lié aux émotions, à notre perception des tâches, Oui, ce n'est pas simple. mais c'est pas une fatalité. En comprenant un peu mieux pourquoi on procrastine sur telle tâche et en piochant dans toutes ces stratégies, planification, focus, état d'esprit, on peut vraiment changer les choses. Exactement. Il n'y a pas de solution miracle unique, mais plutôt une palette d'outils et d'approches à tester, à adapter à soi. Merci beaucoup pour cette exploration très riche. Pour finir, peut-être une petite question pour la route. Je vous écoute. En regardant tout ça, on peut se demander, et si notre tendance à repousser certaines choses, au-delà d'être un problème, c'était aussi une sorte de signal? Un signal. Oui, un indice sur ce qui peut-être manque de sens pour nous ou ne nous motive pas vraiment au fond. Une piste de réflexion, quoi. C'est une perspective intéressante, en effet, qui dépasse la simple gestion du temps. Voilà, c'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui.